L'orphelinat était un endroit très bien, agréable, avec un bon système scolaire et un administrateur intelligent. C'était un dimanche. J'avais 7 ans et Artie 8. On nous fit passer ce que l'on appelait nos uniformes d'adoption. On nous brossa, on nous peigna et on nous présenta à un jeune couple marié qui attendait pour nous examiner. Nous échangions des poignées de main et nous restions à bavarder pour faire connaissance. Ensuite, nous allions tous faire une promenade. Il devint évident, au cours de la journée, que la femme était emballée par Artie, mais pas par moi. Et je ne pouvais vraiment pas lui en vouloir. À 8 ans déjà, Artie était très beau, avec un air presque adulte. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais été jalouse de mon frère. Ce soir-là, on nous annonça que le couple allait revenir le dimanche suivant pour décider s'ils allaient nous adopter tous les deux ou un seul d'entre nous. On nous exposa aussi qu'ils étaient très riches et combien c'était important qu'ils adoptent au moins l'un de nous. Je me souviens que la directrice nous précisa cela avec franchise. Même à 7 ans, je savais ce qui allait se passer. La femme allait emmener Artie avec elle et je ne le reverrai jamais. La semaine qui suivit fut la seule de notre vie où nous nous trouvâmes brouillés. Cette semaine-là, je le détestais. En sport, c'était moi qui avais le pouvoir. J'étais la meilleure athlète de mon âge. Et j'étais une chef née. J'étais donc toujours une des capitaines qui choisissaient leurs équipes. Et je prenais toujours Artie avec moi. Ce lundi-là, ce fut la seule fois en 16 ans que je ne le choisis pas. Durant la partie, bien qu'il eût un an de plus que moi, j'essayais de le frapper de toutes mes forces lorsqu'il avait le ballon. Au repas du soir, je ne m'assis pas auprès de lui. Au dortoir, je ne lui parlais pas. Il ne se vengea jamais. Cela me rendit d'autant plus furieuse. J'avais beau le snobber ou l'humilier, il se contentait de me regarder d'un air interrogateur. Aucun de nous ne comprenait ce qui se passait. Je me levais de bonne heure le dimanche matin, avant le petit déjeuner, et je courus me cacher dans le petit bois derrière l'orphelinat. Je savais que la femme allait emmener Artie. Dans la partie la plus touffue du bois, je m'allongeai. Je m'endormis pour toute la journée. Il faisait presque nuit lorsque je rentrai. On me conduisit au bureau de la directrice, qui me donna 20 coups de règle sur les jambes. Ça m'était tout à fait égal. Je revins au dortoir et je fus stupéfaite de trouver Artie assis sur son lit qui m'attendait. Je n'arrivais pas à croire qu'il fût encore là. Lorsque nous nous éveillâmes le lendemain matin, nous étions de nouveau amis. Tout était comme avant. Je ne sus ce qui s'était passé ce dimanche-là que des années plus tard, lorsqu'Artie me raconta que, lorsqu'il s'était aperçu que je m'étais enfuie, il avait refusé de mettre son costume d'adoption. Il avait poussé des hurlements et des jurons et essayé de frapper la directrice. Lorsque le jeune couple qui voulait l'adopter avait insisté pour le voir, il avait craché sur la femme et l'avait traitée
de tous les vilains noms que pouvait connaître un garçon de 8 ans. Ça avait été une scène terrible. Et il avait eu droit à une autre rossée de la directrice. Elle est revenue, elle a peur de rien. Hein, Poulette? T'as peur de rien, toi? Regarde-moi cette pouseuse. Elles sont dégueulasses là, tes chaussures. Là, Elle tu est pourrais belle, vraiment ta faire un petite effort. chemise. Ça va, faut peut-être pas exagérer. Regardez-moi cette Moi, je cravate. te trouve courageuse, hein? Courageuse, Regarde, ouais. il faut bien remettre ton bouton. Non, mais remets Bah oui, Mets regarde. ton Le bouton. Ah, tu mets le Mets ton bouton. bouton. Ah, mets le bouton. Mets ton bouton. Mets le bouton. Mets-le le bouton. Mets le bouton. Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce serait une promotion s'ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule, mais maintenant, je ne me fâche plus. Maintenant, je les aime tous. Et même s'ils se moquent de moi, c'est surtout là peut-être que je les aime le plus. Je me moquerais bien avec eux. Pas de moi-même. Non, mais en les aimant. Si je n'étais pas si triste quand je les vois. Si triste parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et moi, je connais la vérité. Je connais la vérité. Et qu'il est dur d'être le seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, ils ne comprendront pas. Avant, pourtant, je me suis bien rongée d'avoir l'air ridicule. Pas d'avoir l'air, d'être. J'ai toujours été ridicule et je le sais peut-être depuis le jour de ma naissance. Tout le monde s'est toujours moqué de moi. Et personne ne savait ou ne pouvait imaginer que s'il y avait un homme sur Terre qui savait plus que tous les autres que j'étais ridicule, eh bien c'était moi-même. Et voilà bien ce que je trouvais le plus humiliant. Ce soir-là, le ciel était terriblement obscur et un peu niais. On distinguait nettement les nuages avec entre eux des taches noires insondables. Tout à coup, dans une de ces taches noires, j'ai remarqué une toute petite étoile. Je me suis mis à la regarder fixement, car cette toute petite étoile m'avait donné une idée. J'ai décidé de me tuer cette nuit-là. Mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi car je ne peux pas croire et je ne veux pas croire que le mal soit l'état normal des hommes. Or, s'il se moque, c'est seulement de cette croyance-là. L'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir car il n'a qu'une vie. Et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures. Et ce monde immuable sur moi, il tourne autour de chacun de nous. Si bien qu'il est permis de dire que l'univers existe que parce que nous existons. D'après la formule célèbre, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et eux tous dans leur nombre, c'est une masse indomptable, inarrêtable. Ils sont un tout et rien à la fois. Et moi, je suis juste personne. Mais j'ai compris que je pouvais être qui je voulais. You were a headache someday, but surely no one's perfect. But loving you's like doing chores instead of blaming and bruising and watching what I'm losing. I don't think I love you anymore. And if this is my goodbye, it's been the longest of my life. I see my shoes have been filled, and still all I hope is that it's treating you nice. I see the new man you hold.
Il est blanc comme un cachet d'aspirine, Freddy. Eh oui, c'est toujours Freddy, c'est son retour. Le torse nu tellement qu'il fait court. Il porte de rechef en ville à retourner à sa maison. C'est toujours pareil. C'est cette même image de Freddy en mort, sauf qu'il fait court, qu'il n'a plus la même longueur que ça. On l'attend en haut de la rue des Foulons, il arrive à fond dans son virage, il va attaquer la descente, ou le gars qui va vite pour voir, il va s'en ramasser le garder. Et ben, arrivé au bout de sa rue, il est probable qu'il fait un virage contrôlé pour finir, et lui, les mal négociés, se plante la gueule, il se refait mal. C'est son torse nu qui a rappelé dans le cadavre. Il est en sang. Et bien ce qu'il cherchait, nous. De lui-même, il s'est infligé cette peine. Mais Freddy s'était relevé. Il avait du sang sur son beau visage et sur son torse blanc. Il reprit la moque et poussa sur le trottoir. Ça doit lui faire du bien d'avoir mal. Freddy posa sa pétrolette sur le mur du café et regarda tous ces gens de sa rue, qui étaient dehors par cette chaleur. Il les regarda bien en face, comme si chacun savait ici que c'était son habitude à Fred de faire tout ce cinéma. Freddy retira son casque et il eut ce face à face. Il baissa plus ses yeux, notre Freddy, il était franc. Était-il là? Là de ce bordel dans sa tête d'être vain. C'est cette puissance qui était en lui qu'on voyait point trop souvent dans ses yeux, qui surgit ici. D'un regard à Freddy, sa torse nu en sang, c'était héroïque, l'annonciation que ça suffit. Qui sait? Mais il n'était pas content, Fred. Et il se retourna à rentrer chez lui. Il disparut. Moi j'ai pas encore de mob. Ma mère elle veut pas. Elle a peur que je me tue. Tous les adultes ils ont peur que je me tue. La première fois que j'ai demandé une mob, j'avais 13 ans. J'ai demandé à mon père. Et mon père il m'a dit que plus le cercueil il était petit, plus la peine elle était grande. C'est un poète. Mais aujourd'hui je suis grand. J'ai bien grandi, je suis majeur. Si je veux, demain, je peux aller dans une concession, acheter la moto qui va le plus vite sur le marché. Et aller sur l'autoroute. Et puis j'achète. Choisir un jour de départ en vacances. Un jour de départ en vacances avec plein de monde sur la route. Plein de voitures avec plein de monde. Plein de monde avec plein de voitures et plein d'enfants. Et plein de parents à l'intérieur des voitures. Des parents pour qu'ils aient peur que ça soit leur enfant sur la moto. Et des enfants pour que ça leur donne des idées. Là, je le ferai comme ça. Bébé
C'était l'été, je t'ai pas regardé, tu n'es plus là. T'es mon amour, t'es mon bébé, t'es toute ma vie. Mais moi, je t'aime tellement que je pleure tout le temps. Je sais plus quoi dire, je sais plus dormir. Moi, je veux te faire l'amour, te faire chanter, je veux te faire aimer, on va danser. J'y pense l'été carrément, ça fait le hasta luego, que ça me prend perdu. Ouais, on a un peu bien, 110, 120. Faut que tu vas rajouter 10 km en haut de Suarez, je te le dis. On est en face. Allez, 4-7. Certains pans du monde ne sont pas socialisés. On n'a pas stabilisé nos relations avec certains êtres. Ils sont nommés des êtres de la métamorphose. Cela peut être des lieux. Cela peut être des créatures qui sont souvent dans les bois, auxquelles on n'a pas accès, qui ne se montrent pas. Il n'y a pas d'étiquette. Les proies traditionnelles changent leur route de migration. Les animaux à fourrure des rivières disparaissent sans laisser de traces. Les poissons se comportent étrangement. Les crues et les tempêtes n'en font qu'à leur tête. Des êtres de la métamorphose. Des humanoïdes, croisés dans les bois, mais qui sont en même temps des humains, en même temps des esprits, en même temps des animaux, en même temps des vivants, en même temps des morts. L'hybridation n'est plus considérée comme une anomalie, une rareté, mais comme la norme même. Les éléphants, les rhinocéros, tous ces hybrides, partout, des hybrides. Et nous, aussi. Les chimères se multiplient, il y en a partout.
holobionte. Symbiose multispécifique. Ces êtres de la métamorphose, la chimérisation, l'individuation, multiplient, métamorphose environnementale, ces êtres de la métamorphose, l'anomalie en train de devenir la norme, le temps du mythe et le temps mythique, un temps d'avant le temps, où les êtres sont encore indistincts, les animaux ne sont pas distincts des humains. C'est une situation métamorphique, protéiforme. Le feu nous éblouit, car cette nuit, le feu nous éblouit, car cette nuit, notre vision est grande, s'enfuit la folie, et nous saisit, et l'ancien monde tremble. Les êtres ne sont pas encore séparés. Les relations qu'on entretient avec eux ne sont pas encore stabilisées. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour rendre possible une interaction, un dialogue, un commerce, une diplomatie avec eux. Cette prolifération de la métamorphose annonce qu'on va passer d'un monde à l'autre, au sens de nos relations avec les êtres qui le peuplent. Il y a peut-être là une occasion. Il y a peut-être là une occasion. Je tourne et retourne dans ma vie. Les draps sont froissés, désagréables au toucher. Ils frottent sur la peau, leurs plis rougissent les chairs. La vie est usée. Elle est moins aimable à goûter. Elle frotte sur l'âme, abîme le songe. On ne peut en parler à personne. On ne peut confier à personne que l'on voudrait quitter cette vie pour une autre et que l'on ne sait comment faire. Comment dire à vos proches: votre amour m'a fait vivre, à présent, il me tue. Comment dire à ceux qui vous aiment qu'ils ne vous aiment pas? 3 mots donnent la fièvre, 3 mots vous clouent au lit. Changer de vie. Ça c'est le but, il est clair, simple. Le chemin qui mène au but, on ne le voit pas. La maladie, c'est l'absence de chemin. L'incertitude des voies, on n'est pas devant une question. On est à l'intérieur. On est soi-même la question.
Une vie neuve. C'est ce que l'on voudrait, mais sans perdre la vie ancienne. Ne pas connaître l'instant du passage, l'heure de la main vide. Ce qui vous rend malade, c'est l'approche d'une santé plus haute que la santé ordinaire, incompatible avec elle. Tout vous retient, revêtu d'une triple armure d'argent, de jeunesse, d'amour. Bien haut, campé sur la poussière du monde. Mais il n'y a que l'amertume. Amertume de n'être pas tout au monde. Qui peut éveiller celui qui rêve et triomphe dans son rêve? Les chroniques disent Dieu lui parle et l'arrête en chemin. Les chroniqueurs font des hommes et des marionnettes, et de Dieu un ventriloque. Quelque chose se passe bien, mais rien de clair. Ni Dieu le Père avec ses tambours, ni le Très-Haut avec sa voix de foudre. Juste le très bas. Le très bas qui murmure à l'oreille du dormeur, qui parle comme seulement il sait parler. Très bas. Un lambeau de rêve. Un pépiement de moineau. Et cela suffit pour renoncer à ses conquêtes. Quelques mots pleins d'ombre peuvent changer une vie. Un rien peut vous donner à votre vie, un rien peut vous en enlever. Un rien décide de tout. Ce n'est pas du monde qu'il sort, c'est de lui. Il va là où le chant ne manque jamais de souffle, là où la vie n'est plus qu'une seule note tenue, infiniment, une seule corde de lumière vibrant, éternellement en tout, partout. Et il chante, toujours il chante, de plus en plus. Ne reste que cette gaieté à présent, sans objet. Putain, c'était si simple. Pourquoi c'est si compliqué d'être simple? Quand mon ombre au soleil tremble seule et s'incline, quand je cherche des pas alentour de mes pas, quand j'écoute attentive et que je dis tout bas « Personne !» Une jeune ombre éternelle, divine, se lève et me répond « Me voici, Marceline. » Ne dis jamais personne où l'abandon te prend. Si tu montes vers Dieu, je suis sur la colline. Si tu descends en pleurs, je descends en pleurant. Et mon âme s'écrie « Oh, bonsoir, Albertine. »
et te donner mes habits, et te dire que j'aime tes chaussures, et sortir dîner, et te laisser piquer dans mon assiette, et te raconter ma journée, et te retrouver à Rudi's, et taper tes lettres, et porter tes cartons, et rire quand tu es parano, et te passer des cassettes que tu n'écoutes jamais, et regarder des films géniaux, et regarder des films à chier, et râler contre la radio, et me lever pour aller te chercher du café, et des bagels, et des viennoiseries, et aller chez Florent boire un café à minuit, et faire en sorte que tu me piques mes cigarettes sans jamais trouver d'allumettes, et t'offrir des tournesols, et aller à ta soirée et danser jusqu'à l'épuisement, et te serrer dans mes bras quand tu paniques, et être désolée quand j'ai tort, et heureuse quand tu me pardonnes, et vouloir t'avoir toujours connue, et avoir l'impression que je suis perdue, mais savoir qu'avec toi, je suis en sécurité, et errer dans la ville qui paraît vide sans toi, et comprendre pourquoi tu penses que je te rejette, alors que je ne te rejette pas, et que je ne pourrai jamais te rejeter. Et comment dire, te communiquer un peu de cette immortelle, inconditionnelle, universelle, débordant, transcendant amour qui me remplit le cœur, m'élargit l'âme, continue toujours et ne s'arrête jamais, que j'ai pour toi. Meu Senhor, eu não sou digna de que visite a minha pobre mãe. Porém, se for desejo, queres me visitar? Dou-te meu coração, dou-te meu coração. Tu te rencontreras, tu te reconnaîtras, ton dessin devant toi, tu rentreras dedans. La mue, ça se fait à l'envers, dans un monde inventif. Tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Retourne tes yeux au-dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres. 1866, c'est ce qu'on a trouvé gravé sur les poutres. Mais cet appartement, c'est surtout la vieillesse.
La merde par terre, les pansements séchés, les draps tachés de sang et de pus, les pieds de bouche, l'odeur d'une impasse mal éclairée. Et toi, ta chambre, tu te souviens? Tu avais ce petit sourire innocent quand je te bordais comme une enfant. Toi, tu disais non, reste encore un peu. Je suis content, ma petite fille. Tu as fait du bien. Travaggia mon cœur, travaggia bono, trempe ton cul dans la soupe cœur, tu me diras si c'est chaud. Travaggia mon cœur, travaggia bono, trempe ton cul dans la soupe cœur, tu me diras si c'est chaud. Travaggia mon cœur, travaggia bono, trempe ton cul dans la soupe cœur, tu me diras si c'est chaud. Va te faire foutre! Va te faire foutre! Puisque tu me rejettes en n'étant jamais là! Va te faire foutre! Puisque tu me donnes l'impression d'être de la merde! Va te faire foutre! Puisque tu me saignes la blanc de l'amour putain et de la vie! Et que mon père aille se faire foutre! Puisqu'il a foutu ma vie en l'air pour de bon! Et que ma mère aille se faire foutre! Puisqu'elle ne l'a pas quitté! Mais surtout, toi, Dieu, va te faire foutre, puisque tu me fais aimer quelqu'un qui n'existe pas. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Je suis finie à mes propres yeux. Voilà. Maintenant, je commence à exister aux yeux des autres.
Je peux voir le visage des gens? D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre. Alors en somme, elle a eu raison. Eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme. Jusqu'au trognon est vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il a rien fait, lui, Adam. Il a pas dit « Femme, je crève, rien à se mettre sous la dent ». D'ailleurs, c'est pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible. Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements « Manque une pomme à l'inventaire, qui l'a volée? C'est toi, Adam ?» Ève s'avança fanfaronne et dit « Mais non, papa, c'est moi !» Mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est bien la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et Adam a pris la crève. Il avait rien sur le dos. Ève a dit alors « Attends, je cueille des fleurs !» C'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire. Dieu leur a dit « Faut travailler. » Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit « J'ai trouvé. » Elle s'arrangea, la salope, pour faire porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes. Elle est lapin pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, d'afraîchir un peu la terre, pétrissait quelques brins de blé, pétrissait Borges sous pierre, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe. Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec 3 bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre. Si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Paraît que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne. Mais le diable, il ne l'est pas. Le bon Dieu est misogyne. Mais le diable, il ne l'est pas. Ah!
Sanarlojo. Kulna. Sanarlojo. Nous vous l'avons dit, nous sortirons un peu de nous. Même. Nous sortirons un peu de nous-mêmes. Vers une marche blanche. Méditer le sens de l'entrée et de la sortie. Nous sortirons d'ici peu. Notre Père, qui était en nous, est rentré chez sa mère, le Verbe. Nous avons dit, nous sortirons, et trôner une foulée en l'honneur d'un sang qui a débordé de nous, et inondé vos canons. Arrêtez 5 minutes ces avions en piqué. Interrompez 3 minutes encore le bombardement par terre et par mer. Que sortent ceux qui sortent, et entrent ceux qui entrent. Nous sortirons. Nous avons dit, nous sortirons. Laissez donc une petite place pour les derniers adieux. Que la paix soit sur nous. Que la paix soit sur nous. Nous rangerons nos membres dans les valises. Arrêtez donc 5 minutes ce bombardement. Que les belles élégantes lavent leur sein des baisers passés. Nous sortirons, nous avons dit, nous sortirons un peu de nous-mêmes. Nous sortirons de nous-mêmes. Au bord de la mer, nous avons jeté le rivage de nos corps et nous nous sommes brisés, comme une tempête de palmiers lorsque nous vous avons vaincus et remporté la victoire sur nous-mêmes. Ajoutez aux rues une ombre qui accorde la ville et son sens, qui invoque le Père et le Fils et l'Esprit où que nous migrions, et aussi loin que nous partions. Nous sortirons. Nous avons dit, nous sortirons. Entrez donc. 7 nuits brèves seulement. Dans la nouvelle Jéricho. Vous n'y trouverez pas une fillette à qui voler la natte. Ou un garçonnet à qui voler les papillons. Vous n'y trouverez pas un mur sur lequel placarder vos ordres qui proscrivent les lilas de Chine et qui nous proscrivent. Vous ne trouverez pas un cadavre sur lequel graver les psaumes de votre périple dans les fables. Vous ne trouverez pas un balcon qui donne sur la Méditerranée en nous. Vous ne trouverez pas une rue pour y monter la garde. Vous ne trouverez pas trace de vous. Vous ne trouverez pas trace de nous. Au-dessus des cadavres. Ici, nous sommes. Là-bas, nous sommes. Et nous ne sommes ni là-bas, ni là. Ici, nous sommes. Sous les éléments. Nous sommes un son tapis dans l'air que vous égorgez. Nous sortirons. Nous avons dit. Nous sortirons du commencement de la mer. Suspendez-la au châtaignier. Vous êtes où ne nous sommes pas. Entrez dans votre illusion. Élaborez notre illusion. Nous sortirons. Nous avons dit. Nous sortirons du commencement de la mer. Dans un tué. 5 blessés et 5 minutes. Après la chute des communautés. Dans le vacarme de l'avortement, du fer et du clou. Nous sortirons de chaque maison qui nous a vu détruire un char sur nous-mêmes ou dans son voisinage. Nous sortirons de chaque lettre et de chaque journée, ainsi que les bédouins sortent d'eux. Nous sortirons. Nous avons dit, nous sortirons un peu de nous-mêmes, vers nous. Nous sortirons de nous-mêmes vers la parcelle de mer blanche, bleue. Nous étions là-bas. Et là,
Quand j'avais 11 ans, j'ai remarqué que je savais Castafiore. Pas très bien, mais juste assez pour avoir le courage, au dîner, de présenter la découverte à ma famille. C'est les pleurs de ma sœur. Quand je suis montée pour aller la réconforter, elle m'a dit « Si toi aussi tu chantes, moi j'ai plus rien. » Depuis, j'ai plus trop osé chanter fort. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser dans l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. La symphonie des éclairs. C'est la symphonie des fermetures éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Mais il le fait toujours beau au-dessus des nuages. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant qui pourrait l'aimer franchement. Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Elle a ses raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, moi. Si j'étais un oiseau, j'irais danser dans l'orage.
quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit. D'autres viennent, ils ont le cœur que j'ai moi-même, ils savent toucher l'herbe et dire « je vous aime » et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. D'autres qui referont comme moi le voyage. D'autres qui souriront d'un enfant rencontré, qui se retourneront pour leur nom murmuré, d'autres qui lèveront les yeux vers les nuages. Il y aura toujours un couple frémissant, pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. Comme si ça n'était pas assez merveilleux que le ciel, un moment, nous ait paru si tendre. Malgré tout, je dirais que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre,
cette peur de mourir que les gens ont en eux, c'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir. Non c'è più nulla, non c'è più mai. Sto solo così. Ciolle. Andà. Mes ancêtres, vous les avez tués. Vous les avez pendus. Vous les avez torturés. Non c'è più nulla. Non c'è più mai. Sto solo così. Ciolle. Andà. Nos chaînes sensorimoteurs, ils sont faits pour que nous passions à côté, pour que nous passions d'un objet à un autre. De toute manière, on appellera intolérable tout ce qui dépasse nos seuils sensorimoteurs. Mais il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans la rue, vous voyez un personnage, là, vous ne savez pas pourquoi. Et d'un coup, vous comprenez quelque chose que vous n'aviez pas compris sur 100 autres cas tout à fait semblables. Vous voyez quelque chose. Un court moment, vous êtes devenu un voyant. 8h30. Je sors de chez moi, il fait beau. Je marche en direction de la boulangerie. Quand deux hommes se mettent en travers de ma route... Vous en saisissez en une seconde, beaucoup plus que vous en avez saisi pendant 15 ans. Et ou bien vous oublierez vite, ou bien il y a quelque chose qui ne sera plus pareil en vous. Là, par exemple, vous voyez un travail d'usine particulièrement dur. Puis, votre estive sensorimotrice. Il faut bien que les gens travaillent. En 2008, la police, aux frontières, est venue me chercher à mon domicile à 6h du matin. Je n'étais pas sous OQTF. Je pense... Ça ne vaudra plus. Même à vous, ça paraîtra dérisoire. Vous aurez aperçu, vous aurez entrevu quelque chose dont vous ne reviendrez pas. Je m'appelle Loubna, j'ai 30 ans. Il y a 7 mois, j'ai quitté le Maroc. Un objectif, le voyage. Je suis arrivée... Rossellini, Europe 51. La bourgeoise voit l'usine et balbutie. J'ai cru voir des condamnés. Pourtant, elle en avait vu 1000 fois en passant des usines. Mais voilà qu'un jour, j'ai cru voir des condamnés. Je suis d'origine congolaise et je vis en France depuis plus de 30 années. Je suis membre d'une communauté religieuse qui réside dans la région parisienne. Nous avons coutume d'effectuer une fois par an. Jour 32. Monsieur Rennes, préparez vos affaires, vous êtes libérés. Et si c'était un piège, et qu'on m'emmène à l'aéroport? Non. Les grilles s'ouvrent et je me trouve à marcher le long des papiers. Moi, j'ai été expulsé en été. La police m'a conduit à Marseille en voiture banalisée. Il y avait 3 policiers pour m'escorter. On m'a conduit au port. Là, des policiers. J'ai beaucoup souffert. J'ai assisté à mon rêve européen qui s'évaporait. Je voudrais donner un conseil aux femmes. Ne faites jamais cette aventure dangereuse. Je ne pourrai jamais oublier. Qu'est-ce que tu fais
tu es là encore. On t'a déjà dit que tu devais rentrer chez toi. Ils m'ont ensuite emmené au train de Corne d'Arrieux. À nouveau, je suis passée devant un bus. En 2008, j'ai quitté la Guinée. Mon père était professeur d'université, mais aussi opposant politique. J'ai pris un camion et je suis parti au Sénégal. J'y suis resté 1 an. À Dakar, j'ai embarqué clandestinement dans un paquebot. Je suis resté caché dans le coin, on m'a porté à manger. Je suis arrivé en France en février 2011 par le port de Sète. Je suis tombé malade, on m'a emmené au commissariat d'Albi. Je souffrais beaucoup. On m'a emmené à l'hôpital, pas pour me soigner. Ils m'ont présenté un papier que je devais signer. Ils avaient changé mon âge pour me rendre majeur. C'était pour ça les radios de ma main. Déterminer mon âge. En échange de ma signature, ils ont promis de me soigner. Mais dès que j'ai signé, ils m'ont menotté et... Che cosa è, io chiedo, questo sentire? Perché all'improvviso, per un pugno di intense parole, o per un risuonare di note, o per una faccia, quella faccia, o anche se guardo da solo il mare, che cosa è questo precipitare in una parte di me e sentire un punto morbido, un più vivo stare, essere qui. Che cosa è, io chiedo, questo nocciolo strano che pare sia dentro, nella profondità, ma dentro c'è stomaco, intestino c'è. Che cosa è questo piccolo animale che dorme sempre e poi, inaspettato, si sveglia e vive in me? Come lo chiamo? Come? Che lì pare ci sia la radice, il seme del piangere, il seme dell'affratellare, il seme del compatire e anche del sorridere. Che cosa è, io chiedo? Dov'è in me? E come lo chiamo?
E se non ho un nome, come lo posso custodire e proteggere questo pezzo di me animale, ma anche immateriale, sottile, etereo, impossibile da governare? Precipito a volte in quel suo dialogare col cielo, dialogare suo con stelle, ma senza parole, e suo dialogare con pezzi vivi di questa terra. E se vede il mare dico, se vede il mare subito salta nel petto e pompa un respiro diverso dall'altro respirare. Subito riconosce come fosse sua larga madre, come fosse casa, patria, come fosse il mare, fatto della stessa sostanza di questo mio animale. E perché, io chiedo, perché tutto finge? Perché tutto pare volermi strappare da lì? Tutto vuole tenermi in un eterno affaccendato, stare lontano da quel pezzo che arde, che anche fa male, e che di certo ha un suo alto sapere. Un sapere più esperto di respiro, più esperto d'un ridere interiore, che mi solleva e toglie via il mio peso, di lacrime più esperto, con quel suo piangere, che a volte non si può trattenere. Mi dovrei vergognare di questo sentire, di questo segreto animale che porto in me, che vedo anche in te. Sarei forse più forte, mettendolo per sempre a tacere.
C'est beau la pluie qui s'écoule sur les vitres. On dirait des lombrics transparents qui tracent leur chemin, tous à la verticale, tous silencieux. Le seul bruit qui nous parvient, c'est celui des gouttes de pluie atterrissant sur la surface de verre. On entend juste le bruit de leurs petites mains invisibles frappant le carreau, comme pour entrer. Puis leur descente trouble la vue vers l'extérieur et découpe le monde en un puzzle flou. Quand l'averse est terminée, les lombrics s'étiolent, se fragmentent. En une multitude de gouttelettes s'éparses. Puis elles s'évanouissent totalement pour ne laisser qu'un fantôme de leurs traces. Pour chaque goutte d'eau, une tache de poussière abandonnée là, comme l'empreinte d'un être évaporé. L'univers comme tel n'a pas de sens. Il est silence. Personne n'a mis de sens dans le monde. Personne à part nous. Le sens dépend de l'humain. Et l'humain dépend du sens. Quand nous aurons disparu, même quand notre soleil continuera de mettre lumière et chaleur, il n'y aura plus de sens nulle part. Aucune larme ne sera versée sur notre absence. Aucune conclusion tirée quant au bref passage de notre vie sur la planète Terre. Cette signification disparaîtra avec nous. Je suis comme une plage caressée par la mer, où la tempête parfois me pousse dans mes arrières. Quand la houle est trop forte, les vagues me submergent. Je referme ma porte et m'oublie sur la berge. Mais mon soleil est large et puissant et guerrier, et son retour toujours balaie mes effrayés et du plomb me décharge. Tout un peuple d'espoir, de poèmes et de rêves, où je danse et m'élève, habite ma victoire. J'ai le secret. Le secret, c'est que le cœur de ceux qui meurent explose de joie. Alors, s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. Ils n'étaient pas sortis de leur ville.
Mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes, on allait une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, les rues, les ciels et les chemins. Mais tout cela était vide. Et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. De pâles fantômes, couverts de robes noires, traversaient lentement les campagnes. D'autres frappaient aux portes des maisons, et dès qu'on leur avait ouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés avec lesquels ils chassaient les habitants. De tous côtés, arrivaient des hommes, encore tout tremblants de la peur qui leur avait pris à leur départ 20 ans auparavant. Tous disputaient, réclamaient, criaient. On s'étonnait qu'ils seulement mort pu appeler tant de corbeaux. Le roi de France était posé sur son trône, regardant ça et là, s'il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les enfants regardaient tout cela, pensant toujours que l'ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ses larmes. Mais le silence continuait toujours, et l'on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lys. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait « Faites-vous prêtres !» Quand ils parlaient d'ambition, « Faites-vous prêtres !» D'espérance, d'amour, de force, de vie. Faites-vous prêtres. Cependant, il monta à la tribune au hareng un homme qui tenait un contrat entre le roi et le peuple. Il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l'ambition, et la guerre aussi, mais qu'il y en avait une plus belle, qui s'appelait la liberté. La liberté! La liberté! Julien Bichon, est-ce que cette infiltration, c'est quelque chose de radicalement nouveau, cette présence constante de la mort au sein même de la vie, ou est-ce que simplement nous l'avions oublié, nous ne verrions plus la mort que comme une extrémité, nous avions oublié cet état dans lequel vie et mort peuvent cohabiter? Vous savez, il me semble que nous sommes plus nus. C'est-à-dire que dans ce séjour sur Terre, il y a toutes sortes de paravents ou de zones d'étanchéité entre la vie et la mort qui permettent aux vivants de se sentir bien vivants tant qu'ils ne sont pas morts, si je peux dire. Or, tous ces relais sont en train de tomber, les repères tombent. Qu'on parle du droit international, qu'on parle des institutions, qu'on parle des États, des pays qui n'ont plus les moyens de se défendre, qui n'ont plus d'autonomie, qui sont à la merci les uns des autres. Toute cette liquidité, je dirais, c'est pas pour rien que l'argent s'appelle aussi du liquide, toute cette domination de valeurs liquides est en train, en effet, de faire que les vies sont plus nues et donc beaucoup plus exposées à l'angoisse de la finitude. Et je crois qu'il y a à la surface de la planète, pas seulement à Gaza, une angoisse métaphysique qui ne dit pas encore nommément son nom, mais que les politiques vont devoir très vite prendre en considération parce qu'elle gagne même la jeunesse, et c'est inquiétant. J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête. Les vrais keufs. Les keufs des autres. Les keufs des adversaires. Les keufs de mes amis. Je suis devenue un camp pénitentiaire à moi toute seule, avec des frontières de partout. Entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est permis et ce qui est morbide, entre ce qui est bénéfique et ce qui est interdit. Toutes les propagandes me traversent et parlent à travers moi. Et je ne suis imperméable à rien.
Et j'en ai marre de contrôler ce que je pense sans même avoir eu le temps de m'en rendre compte. Je n'ai pas besoin que la police menace. Je menace toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense. Parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. On y va ? Tu n'es pas protégé de moi. Je ne suis pas protégée de toi. Ta réalité me traverse, même si on ne se regarde pas. Même si on ne se rencontre pas. Même si on ne baise pas. Même si je ne vis pas sous ton toit. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Nous sommes en contact permanent. Et nous avons avalé ces histoires de frontières. Cette fable du chacun pour soi, chacun chez soi. Cette fable qui veut que les choses telles qu'on les connaît soient la seule réalité possible et qu'elles soient immuables. La fable selon laquelle la race humaine n'aurait qu'un seul destin collectif possible, l'exploitation des uns par une élite, le pouvoir par la force et le malheur pour tous. Toutes les propagandes me traversent, m'habitent et me gèrent. Rien ne me sépare de toute cette merde qui m'entoure. Rien sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle.